Je vous propose de revoir avec vous rapidement l'adaptation à la vie extra-utérine dans ses aspects assez pratiques pour comprendre les gestes qui sont faits. Et notamment pour comprendre pourquoi la ventilation est si importante à cet âge de la vie, pour l'adaptation à la vie extra-utérine. Et vous connaissez cet algorithme. Vous savez que le vrai enjeu de la réanimation salle de naissance, c'est de pouvoir ventiler efficacement le bébé qui a du mal à s'adapter. Quel que soit son âge gestationnel, le problème, c'est avant tout un problème de ventilation. Et dans tous les cas, vous voyez en haut de la pyramide une ventilation efficace. Pendant la vie fœtale, le poumon est rempli de liquide qui est sécrété en permanence par l'épithélium alvéolaire, qui sécrète donc du liquide dans le poumon. Et globalement, en fin de gestation, la quantité de liquide qu'il y a dans le poumon, c'est de l'ordre de 100 millilitres. C'est-à-dire qu'il y a dans le poumon, au moment de la naissance, 100 millilitres de liquide. Et toutes les heures, du fait de cette sécrétion de liquide, il y a à peu près 5 millilitres par kilo et par heure de liquide qui ressort par les voies aériennes supérieures, liquide donc qui est produit par l'alvéole. D'ailleurs, pour la petite histoire, vous savez probablement qu'un des moyens de traiter en anténatal les formes graves de hernie diaphragmatique consiste à mettre un ballon dans la trachée, ballon qui va empêcher le liquide de s'évacuer par les voies aériennes supérieures. Le liquide s'accumule et l'augmentation de pression, l'excès de pression qu'il y a dans le poumon accélère la croissance pulmonaire et restaure une croissance pulmonaire. Et donc ça permet de traiter l'hypoplasie pulmonaire. Et puis la deuxième caractéristique de la vie fœtale, c'est la circulation. J'ai schématisé là la circulation fœtale, le cœur droit, le cœur gauche, donc le cœur droit, l'artère pulmonaire. Et vous savez que les vaisseaux pulmonaires sont vasoconstrictés pendant la vie fœtale, qui fait que le sang qui est éjecté par le ventricule droit, qui passe par l'artère pulmonaire, rejoint l'aorte par le canal artériel. Une information à savoir, c'est que, et qui est intéressante, c'est que les pressions partielles d'oxygène dans l'aorte des fœtus est de 18 mm de mercure. Globalement, on parle d'hypoxémie pour un adulte pour des valeurs de pression partielle inférieures à 60. On est très inquiet lorsqu'un bébé a moins de 40. On est inconscient presque tous les uns les autres pour des pressions partielles inférieures à 30. Et à ces pressions partielles-là, on décéderait les uns les autres en quelques minutes. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi, comment le fœtus fait pour s'adapter à aussi peu d'oxygène, à une hypoxémie aussi profonde? Pardon? L'affinité de l'hémoglobine fœtale. Oui, alors il a de l'hémoglobine fœtale. Donc son hémoglobine fœtale est plus affine pour l'oxygène. C'est-à-dire que pour un niveau de pression partielle, la saturation est un peu plus élevée. Mais néanmoins, vous voyez que la saturation est à 60%, 50-60%, ce qui est quand même très bas. Donc malgré l'hémoglobine fœtale, la saturation reste basse. Deuxième argument pour penser que finalement ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que l'hémoglobine fœtale, elle capte plus d'oxygène, mais elle a aussi plus de mal à la relarguer au niveau des tissus. Et donc le bénéfice net pour le fœtus, il n'est pas connu. La meilleure preuve que ce n'est pas très efficace, c'est que dans certaines alloimmunisations Rhésus, on fait une exsanguinotransfusion in utero, donc forcément avec de l'hémoglobine adulte, et qui n'a pas d'impact sur le fœtus, qui continue de s'oxygéner correctement. Voire souvent ça améliore le bébé. Donc ça pouvait être une hypothèse, mais ce n'est pas celle-là.
Et pourquoi je vous pose la question, c'est parce que ça impacte très fort la façon dont on prend en charge les bébés qui ont du mal à s'adapter à la vie extra-utérine, dont on parlera demain matin. Pas demain matin, vendredi matin. La réponse est sur le schéma. Donc malgré cette hypoxémie, tout fonctionne normalement. Chez nous, à moins de 30, il n'y a plus rien qui fonctionnerait normalement. Vous pourriez vous dire, oui, mais il est à 37 degrés dans le ventre de sa mère, donc il consomme moins d'oxygène. Ben là, la réponse est faux, et c'est pas ça non plus, parce qu'au contraire, quand on mesure la consommation d'oxygène du fœtus, elle est très élevée, rapportée au kilo de poids corporel. Il consomme plus d'oxygène que nous, du fait de sa croissance, qui est très importante. Donc il a très peu d'oxygène dans le sang, il en consomme beaucoup, et malgré tout, il va bien. Personne voit? Je vous donne la réponse là-dessus. C'est toujours la circulation fœtale. Qu'est-ce qu'on voit sur cette circulation fœtale? On voit que le débit aortique, il n'est pas comme chez l'enfant ou chez l'adulte, égal au débit ventriculaire gauche. Il est égal à la somme du débit ventriculaire gauche plus le débit ventriculaire droit. Et donc le débit cardiaque du fœtus, il est très élevé parce qu'il est les deux ventricules, droit et gauche, pompent tous les deux dans l'aorte. Et ils pompent en parallèle. Voilà, si je le schématise en schéma électrique, vous avez le cœur droit, le cœur gauche, et tous les deux pompent du sang vers les tissus. Or, ce qui importe quand on parle d'oxygénation, ce n'est pas que la pression partielle d'oxygène, ce n'est pas que la saturation, c'est la quantité d'oxygène délivrée au tissu, le débit d'oxygène délivré au tissu. Et cette délivrance en oxygène, elle est effectivement, elle dépend de la saturation, elle dépend du taux d'hémoglobine, mais elle dépend aussi du débit cardiaque. Débit cardiaque qui, pendant la vie fœtale, est 2 fois plus élevé, rapporté au poids corporel, que chez un enfant ou un adulte. Et donc il supporte sans dommage des saturations de baisser de 50%. Très important pour comprendre comment prendre en charge un bébé qui va mal à la naissance. Alors tout ça s'explique parce que tout ça est possible parce que les vaisseaux pulmonaires sont vasoconstrictés, qui fait que le ventricule droit éjecte dans l'aorte et contribue au débit systémique. Et c'est possible parce que ce manque d'oxygène, ces pressions partielles basses, vasoconstrictent les artérioles précapillaires pulmonaires et empêchent le sang de traverser le poumon. Et cette vasoconstriction pulmonaire est indispensable à la survie du fœtus, puisque c'est cette vasoconstriction pulmonaire qui oriente le débit ventriculaire droit vers l'aorte et la perfusion systémique. Ça, c'est une caractéristique aux alentours du terme. Quand on regarde la façon dont réagissent les vaisseaux pulmonaires, résistance vasculaire pulmonaire, en fonction des pressions partielles en oxygène, on voit que lorsque les pressions partielles diminuent, les vaisseaux pulmonaires se vasoconstrictent. Surtout chez le fœtus à terme, beaucoup moins chez le bébé prématuré. Et donc le bébé prématuré va plus facilement s'adapter au niveau circulatoire que le bébé à terme. Et le bébé à terme est plus à risque de mal s'adapter à la vie extra-utérine, pour ces raisons de sensibilité à l'oxygène. Et puis cette extrême sensibilité de l'oxygène, des vaisseaux pulmonaires à l'oxygène, va se perdre après la naissance. Vous voyez que lorsque il y a un épisode hypoxémique, moins d'oxygène, les vaisseaux pulmonaires se vasoconstrictent. À 4 heures de vie, ça se vasoconstricte fort. À 4 jours, ça diminue. Et à 4 semaines, c'est comme chez nous, ça se vasoconstricte un peu, mais pas beaucoup. Donc, cette sensibilité à l'oxygène qui entraîne une vasoconstriction pulmonaire, c'est une caractéristique de l'enfant à terme, du nouveau-né à terme. Tout ça, donc, pour expliquer,
à quoi correspond l'adaptation à la vie extra-utérine. Ça va être deux choses. Il va falloir que ces 100 ml de liquide qu'il y a dans le poumon s'évacuent très vite, sinon le bébé ne pourra pas respirer. Et il va falloir que, assez rapidement, dans les minutes qui vont suivre, le sang qui ne traversait pas le poumon et qui rejoignait l'aorte par le canal artériel se mette à traverser le poumon. Au niveau ventilatoire, dès que l'enfant naît, et un tout petit peu avant la naissance, quelques heures avant la naissance, en fin de travail, les pompes qui font sécréter du liquide dans l'alvéole s'arrêtent. Et il y a des pompes qui fonctionnent en sens inverse, des pompes à sodium qui vont aspirer le sodium qu'il y a dans l'alvéole, dans le sens inverse cette fois-ci, qui vont aspirer le sodium qu'il y a dans l'alvéole pour le mettre dans le tissu interstitiel. Ces pompes, donc ça j'ai schématisé ici l'épithélium alvéolaire, l'alvéole, le tissu interstitiel. Pour que le sodium passe à travers l'épithélium, il faut qu'il y ait des pores qui laissent passer le sodium à la surface de l'épithélium et il faut des pompes qui aspirent. Et ces pompes, elles sont actives, elles ont besoin d'oxygène pour fonctionner. À la naissance, le bébé fait des premiers mouvements respiratoires, l'oxygène de l'air arrive dans l'alvéole, active ces pompes qui aspirent le sodium de l'alvéole vers l'interstitium. Tout ça n'est possible que si tout l'équipement qui permet d'aspirer le liquide est en place, c'est-à-dire les pores, les canaux et les pompes. Et tout ça se met en place grâce aux hormones corticoïdes. Les corticoïdes préparent le poumon et met en place ce qu'il faut pour pouvoir réabsorber le poumon. Et donc, à la naissance, l'oxygène arrive à l'alvéole, active les pompes, ces pompes aspirent le sodium dans l'interstitium, le sodium attire l'eau, et l'eau et le sodium passent dans l'interstitium. Ça dure quelques minutes. Et ensuite, dans les heures qui vont suivre, dans les 6 premières heures de vie, tout le liquide qui est dans l'interstitium passe progressivement dans la circulation et le bébé envoie ça dans sa diurèse. Et vous savez qu'à cette étape-là, une fois que le liquide est réabsorbé, il y a une sécrétion brutale de surfactants qui prévient le dérecrutement de l'alvéole. Donc l'alvéole, elle est remplie de liquide, le liquide est réabsorbé, et lorsque le liquide est en train de se réabsorber, elle est tapissée de surfactants. Il faut imaginer le surfactant comme une couche de substances semi-solides qui empêche l'alvéole de se collaber. Ça, on l'a montré chez le fœtus de brebis, c'est un fœtus de brebis. Vous voyez que son poumon à l'IRMN, son poumon est rempli de liquide. Et vous voyez que lorsqu'on injecte des corticoïdes en anténatal, et donc c'est vrai, ce que je dis là, c'est vrai chez le prématuré aussi. Bébé prématuré, on pense toujours membrane hyaline, mais il y a aussi un vrai problème de réabsorption de liquide pulmonaire. Et le fait d'injecter des corticoïdes avant la naissance prépare son poumon pour l'aider à réabsorber son liquide pulmonaire. Et donc vous voyez que sous corticoïdes, la réabsorption de liquide pulmonaire est beaucoup plus rapide. Alors, ça a quoi comme impact, ce que je viens de vous lire là, sur la maladie à la naissance? Philippe l'a dit tout à l'heure, les bébés qui naissent par césarienne sont à risque de faire des détresses respiratoires. Pourquoi? Alors, je ne reviens pas sur les chiffres, peut-être juste pour citer ceci. Lorsqu'on fait une césarienne prophylactique à 38 semaines, on a 2 fois plus de risque de faire une membrane hyaline qu'à 39. Et lorsqu'on la fait à 37 semaines, on a 2 fois plus de risque de faire une membrane hyaline qu'à 38 semaines. Et vous voyez que lorsqu'on fait une césarienne à 37 semaines, il y a presque 10% de détresse respiratoire. Un bébé sur 10 va avoir une détresse respiratoire. Alors qu'à 39 semaines et plus, on n'a plus que 1%. Donc tous ces chiffres vont dans le même sens. C'est à peu près 10% de détresse respiratoire à la naissance. Le problème, c'est que ce liquide qui reste dans le poumon, ça s'appelle retard de résorption. À la limite, on se dit, c'est pas grave, il va falloir un peu de temps que le liquide soit réabsorbé.
En réalité, les bébés qui ont une détresse respiratoire à terme sont exposés à faire des maladaptations à la vie-extratérine. Il n'y a pas assez d'oxygène, les vaisseaux pulmonaires restent vasoconstrictés, le sang a du mal à traverser le poumon et le bébé peut être très très mal, même avec un retard de résorption. Donc c'est dangereux. Et vous avez tous connu des bébés à terme qui naissent par césarienne et qui vont très mal. Ben, c'est par ce mécanisme-là. Ça peut être un retard de résorption compliqué d'HTAP. C'est pour dire que le risque, lorsqu'on fait une césarienne à 37 semaines, d'avoir une détresse respiratoire sévère est 15 fois plus élevé que chez un bébé à qui on fait une césarienne à 40 semaines. Ce qui est énorme. Dans ces situations-là, le fait de faire une corticothérapie anténatale réduit ce risque. J'insiste pas trop dessus parce que finalement, peu importe, le message c'est on ne fait pas de césarienne prophylactique à 37 semaines, on ne fait pas de césarienne prophylactique à 38 semaines, on le fait le plus tard possible à 39 ou plus tard pour éviter les détresses respiratoires. Et donc la recommandation c'est, et nous les pédiatres, il faut qu'on informe nos collègues obstétriciens de ce risque de détresse respiratoire qui doit être prévenu, qu'on peut prévenir, sous réserve que la programmation de cette césarienne soit faite à terme et pas avant 39 semaines. Voilà, donc première implication de ce que je viens de vous dire. Alors l'adaptation, donc là je vous ai parlé du versant ventilatoire. C'est ce liquide pulmonaire qui doit être réabsorbé, qui pour ça doit être préparé par les corticoïdes. Au niveau ventilatoire, il va falloir, au niveau circulatoire, il va falloir que les vaisseaux pulmonaires qui sont vasoconstrictés pendant la vie fœtale se dilatent, et ils se dilatent sous l'influence toujours de l'oxygène qui arrive dans l'alvéole et sous l'influence de la ventilation. Pour que l'oxygène arrive à l'alvéole, il faut que l'alvéole soit ventilée. C'est pour ça qu'en fait, toute la réanimation du bébé est centrée sur la ventilation. Il faut que l'oxygène arrive à l'alvéole. Et pour ça, il faut que ça soit correctement ventilé. Et on passe d'une circulation parallèle, les deux cœurs qui pompent dans la circulation, à une circulation série. Il n'y a que le cœur gauche qui pompe sur les tissus. Ce qui dilate les vaisseaux pulmonaires, c'est donc, encore une fois, j'insiste, la ventilation alvéolaire, qui a un effet majeur. Cette ventilation alvéolaire amène de l'oxygène dans l'alvéole, et cet oxygène diffuse dans les artérioles précapillaires pulmonaires et les dilate. Et vous voyez aussi que l'oxygène provient de l'alvéole, elle provient aussi du sang qui perfuse l'artériole, et c'est du sang de l'artère pulmonaire. Du sang de l'artère pulmonaire qui vient du ventricule droit. Donc en réalité, c'est du sang veineux. C'est les pressions partielles du sang veineux qui participent à la dilatation des vaisseaux pulmonaires. Là aussi, ça a un impact sur la prise en charge de ces enfants. Lorsque les pressions partielles en oxygène ont atteint 80 mm de mercure dans l'alvéole, on a atteint l'effet maximum qu'on peut attendre de l'arrivée d'oxygène au niveau de l'alvéole. Dans l'air, il y a 160 mm de mercure. Dans l'alvéole, il y a 120 mm de mercure quand on respire de l'air. Donc vous voyez que le fait de respirer de l'air, c'est largement suffisant pour obtenir l'effet vasodilatateur maximum obtenu par cette voie-là. Donc il n'est pas nécessaire de rajouter de l'oxygène. Et l'un d'entre vous tout à l'heure nous reparlera de cet aspect-là. Pourquoi on réanime? Là, je vous explique qu'il est inutile de faire respirer et de réanimer un bébé avec de l'oxygène, mais il y a des effets délétères de les faire respirer avec de l'oxygène, sur lequel je ne reviens pas parce que ce sera l'objet de l'exposé de tout à l'heure. Mais donc, inutile de donner de l'oxygène. L'oxygène de l'air suffit largement pour obtenir cet effet. Et donc, je vous disais que l'autre facteur qui va moduler les résistances vasculaires pulmonaires, c'est l'oxygène qu'il y a dans le sang, dans l'artère pulmonaire, qui est du sang veineux. Donc c'est la PVO2.
Alors ça, on le reverra demain, mais la PVO2, c'est ce qui reste dans le sang après que les tissus aient absorbé l'oxygène. Donc le sang artériel amène de l'oxygène au tissu, les tissus extraient une certaine quantité, et ce qui reste, c'est les pressions partielles en oxygène. Et donc c'est ces valeurs-là qui contrôlent le tonus vasculaire pulmonaire, donc le débit pulmonaire. Donc je passe assez vite là-dessus. Voilà, les facteurs essentiels d'adaptation à la vie extra-utérine, c'est un poumon qui est préparé à réabsorber le liquide pulmonaire par les corticoïdes, et au niveau de la circulation, c'est la ventilation alvéolaire qui amène de l'oxygène de l'air qui permet aux vaisseaux pulmonaires de se dilater. Et on arrive donc juste après la naissance, quelques minutes après, à ce type de circulation qu'on appelle transitionnelle. Le cœur droit pompe dans l'artère pulmonaire, qui ramène du sang dans le cœur gauche et qui pompe sur la circulation systémique. Pourquoi transitionnelle? C'est qu'à ce stade-là, les pressions pulmonaires sont toujours élevées et les shunts fœtaux, canaux artériels, foramen ovale, sont toujours perméables. Si je résume ce que je viens de dire, la ventilation alvéolaire est une condition nécessaire à l'adaptation respiratoire à la naissance et l'oxygène de l'air, 21%, suffit pour une adaptation circulatoire optimale à la naissance s'il n'y a pas de pathologie alvéolaire. Alors, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Ça, je vous parle de la physiologie. Il y a un certain nombre de situations, que ce soit les malformations pulmonaires, les infections, l'asphyxie périnatale, la membrane hyaline, plein de facteurs susceptibles d'altérer cette adaptation à la vie extra-utérine, parce que toutes ces maladies sont susceptibles d'entraîner une hypoventilation alvéolaire. Hypoventilation, donc moins d'oxygène vers le poumon. Les recommandations à la naissance, c'est de débuter par 5 insufflations. Pour les bébés qui ne démarrent pas, c'est de débuter par 5 insufflations avec un ballon autogonflant. Qu'est-ce qui se passe lorsque on ventile un bébé avec un ballon autogonflant? Alors ce que je vous dis là est peut-être correspond pas forcément à la problématique. C'est pas le problème majeur probablement ici au Sénégal, je pense, mais c'est important de bien repérer ce qui peut se passer. Lorsqu'on ventile en pression positive un bébé qui ne démarre pas, qui a du mal à s'adapter, qui ne respire pas, qui est inconscient, on applique au niveau des voies aériennes des pressions positives avec un ballon autogonflant. Le poumon est rempli de liquide au départ. Et lorsqu'on fait rentrer du gaz dans son poumon, le gaz rentre dans l'alvéole, mais ne ressort pas. Puisque pendant cette période-là, le liquide est réabsorbé vers l'interstitium. Donc on fait rentrer du gaz, mais ce gaz ne ressort pas. Et progressivement, tout le liquide est remplacé par du gaz. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'antérieurement, on considérait que pour réanimer efficacement un bébé qui ne démarrait pas, il fallait forcément pousser fort. Et pousser fort parce qu'on pensait que les alvéoles étaient plissées, étaient dérecrutées. Elles partaient d'un volume à zéro, comme un ballon de baudruche qui est dégonflé. Et pour gonfler le ballon de baudruche, vous savez que lorsque le ballon est complètement dégonflé, il faut d'abord souffler très fort pour qu'il se gonfle un peu. Et puis une fois qu'on l'a gonflé un peu, après c'est plus facile. Et donc on pensait que le poumon se comportait comme ça. Et donc on se disait, il faut qu'on pousse comme des brutes. Et donc on proposait des pressions élevées de réanimation initiale. En réalité, sachant ces nouvelles données, respiratoires, on peut ventiler différemment. Pourquoi est-ce qu'il faut penser différemment? C'est qu'on sait que si on ventile fort le poumon d'un bébé prématuré,
qui ne démarre pas. On le ventile avec un ballon autogonflant. Donc les ballons autogonflants, vous le verrez tout à l'heure, sont tarés à 40 cm d'eau, ce qui est énorme. Et quoi que vous fassiez, vous ventilez toujours à 40 cm d'eau avec un ballon autogonflant. Et si on fait ça sur le poumon d'un bébé prématuré, ben on altère son poumon. Je ne rentre pas dans les détails de ces études, mais il y a beaucoup d'études expérimentales et cliniques qui montrent que ventiler fort juste à la naissance, dans l'idée d'ouvrir les alvéoles d'un bébé prématuré, on abîme son poumon et on l'abîme de façon définitive. Et donc, il faut raisonner différemment. Se souvenir que ce qui se passe à la naissance, c'est on fait rentrer du gaz et le gaz rentre mais ne sort pas et rentre au fur et à mesure que le liquide est réabsorbé. Donc, il y a une autre façon de faire rentrer du gaz, c'est de pousser moins fort, vous voyez 2 fois moins fort que ce qui est proposé ici, mais plus longtemps. Et à ce moment-là, le gaz rentre progressivement avec la réabsorption du liquide pulmonaire. Et donc, sans agresser le poumon, avec des pressions beaucoup plus faibles, sous réserve d'allonger le temps d'inspiration sur les premiers cycles ventilatoires, on obtient le même résultat en termes de remplacement du liquide qui se réabsorbe par du gaz. Donc l'étape ventilatoire du poumon. Donc même résultat, sans agresser le poumon. Alors j'ai passé très vite ces diapos, mais qui montrent qu'un bébé à la naissance qui respire spontanément, c'est ce qu'il fait. On s'en est rendu compte, vous voyez, c'est un papier récent, 2009. Et quand on regarde un bébé à terme ou prématuré, il inspire, et là, il tient sa respiration bloquée en inspiration. Toute cette période-là, ici, il est bloqué en inspiration. Et en fait, il attend que le liquide se réabsorbe. Et puis là, il réexpire son gaz et il reprend du gaz. Donc, ce qui est proposé là est en fait fait physiologiquement par le bébé. Là, c'est un bébé prématuré. Donc l'allongement du temps inspiratoire au cours des premiers cycles ventilatoires permet d'obtenir une ventilation efficace à pression d'insufflation modérée. Alors ça, c'est vrai que c'est indispensable à bien connaître si on veut prendre en charge un bébé prématuré. Pour les bébés à terme, on peut rester classique et on peut continuer de ventiler avec un ballon autogonflant. Bon, cette diapo-là pour vous rappeler que quoi qu'on fasse, à partir du moment où on ventile avec un ballon autogonflant, qu'on va utiliser tout à l'heure, quoi qu'on fasse, on a toujours des pressions qui sont très élevées, entre 36 et 45 cm d'eau de pression. Quel que soit le nombre de doigts qu'on utilise pour appuyer sur le ballon. Bon, ça aussi, c'est des données qui sont importantes dans l'hypothèse de prendre en charge un bébé prématuré, pas forcément grand prématuré, mais qui a un peu de mal à démarrer. Ça peut concerner un bébé de 32 semaines, 33, 34 semaines. Et on s'aperçoit à ce moment-là, bon, ça c'est des études expérimentales qui montrent le bénéfice d'allonger le temps inspiratoire lors des premiers cycles ventilatoires. Et là, vous voyez que, là ce sont des animaux, hein, mais vous voyez que le simple fait d'allonger le temps inspiratoire sur les premiers cycles ventilatoires lorsque le bébé naît, permet au bébé de s'adapter beaucoup plus vite et de réabsorber beaucoup plus vite son inspiration qu'avec une ventilation classique. Donc meilleure adaptation en allongeant le TI à la naissance. Alors après, on peut se dire, oui, mais ça c'est les animaux. En réalité, maintenant, il y a des preuves aussi, récemment, pour penser que réanimer de cette façon-là un bébé, alors encore une fois, c'est plus vrai chez le bébé prématuré que chez l'enfant à terme. Mais je pense que d'allonger le temps d'insufflation chez le bébé à terme, c'est aussi potentiellement utile. Mais là, on a moins de preuves du bénéfice. Chez le bébé prématuré, là, c'est les bébés de 32 semaines et moins, il est soit ventilé à l'embu, soit ventilé avec un système qui permet d'allonger le temps inspiratoire. Alors, bon, je suppose que ce dispositif n'est pas à disposition partout, mais on peut arriver à faire la même chose avec des ballons autogonflants, sous réserve qu'ils soient suffisamment gros. Là, le bébé il est ventilé avec un temps inspiratoire de 10 secondes.
pendant 4 ou 5 cycles. Et on regarde ce qui devient. Alors qu'ici, il est ventilé avec un ballon autogonflant classique et on pousse avec son ballon. Ben, vous voyez qu'il y a moins de dysplasie bronchopulmonaire dans le groupe qui a été ventilé avec un temps d'inspiration long au départ. Donc moins de maladies respiratoires chroniques. Et la durée, le nombre d'enfants qui ont dû être ventilés est plus faible dans ce groupe-là que dans l'autre groupe. Donc il y a réellement un bénéfice à allonger le temps d'inspiration. Voilà, donc tout ça pour recommander d'allonger le temps inspiratoire au départ avec des pressions basses. Alors, toujours dans le même sens, ici, le schéma d'un bébé qui naît un peu prématuré, qui a un déficit en surfactant. S'il y a un déficit en surfactant, une fois que l'alvéole se sera vidé du liquide, il va y avoir des forces de rétraction qui vont s'exercer sur l'alvéole, qui vont avoir tendance à la collaber. D'autant plus qu'il y a un déficit en surfactant. C'est là qu'il faut se souvenir que l'alvéole et le poumon se comportent comme un ballon de baudruche. Au moment où le liquide est réabsorbé, l'alvéole est ouverte, il y a de l'air dedans, elle est grande ouverte. Une petite pression va suffire pour prévenir le dérecrutement. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, si on applique une toute petite pression positive continue, on va contrecarrer cette pression de dérecrutement alvéolaire. Et ça a été démontré il y a déjà très, très longtemps. C'est-à-dire que si on applique en prophylactique une pression positive, on prévient la maladie des membranes hyalines. A l'inverse, on loupe le coche. Le liquide est réabsorbé, l'alvéole, à ce moment-là, a tendance à se rétracter, elle va devenir un peu plus petite, surtout si l'enfant expire, et à ce moment-là, les forces, comme le ballon de baudruche, vont être plus importantes. Et l'alvéole risque de se dérecruter. Au plus elle est petite, au plus il faudra de pression pour la réouvrir. À ce stade-là, si on met une petite pression de type CPAP, ça ne va pas suffire, et l'alvéole va rester dérecrutée. Donc au stade de la maladie installée, il est trop tard. Donc une maladie des membranes hyalines, ça se prévient et ça ne se traite pas. Il ne faut pas qu'on soit au stade du traitement. En tout cas, tout faire pour l'éviter. Alors, c'est démontré chez l'enfant. Dans cette étude qui concerne des enfants faiblement prématurés, 30 semaines à 37 semaines, 36 semaines, qui ont une détresse respiratoire, ils sont oxygénés sous une cloche de Hood ou reçoivent d'emblée une petite CPAP. Et demain, on verra quel type de CPAP on peut utiliser. Même avec peu de moyens, on peut faire de la CPAP. Vous voyez, donc c'est des bébés de 36 semaines, ce n'est pas des bébés grands prématurés. Et bien vous voyez que les bébés à qui on a appliqué la CPAP à la naissance font presque 2 fois moins de membranes hyalines que les autres. Simplement parce qu'on a traité avant l'installation de la membrane hyaline. Ça ne permet pas de résoudre tous les problèmes, mais d'en prévenir un certain nombre. Et depuis, il y a probablement cette étude que vous avez lue, c'était vraiment un pavé dans la mare. C'est cette énorme étude qui a été publiée il y a 2 ans, là qui concerne les bébés extrêmes prématurés, qui reçoivent soit en prophylactique une CPAP dès la naissance, soit on les intube et ils reçoivent du surfactant. Donc la stratégie classique qui est recommandée, c'est ces enfants-là, on les intube et on administre le surfactant. Le surfactant, c'est le traitement curatif de la maladie membrane hyaline. Il faut beaucoup de moyens, beaucoup de techniques, il faut des ventilateurs très compliqués. Là, regardez les résultats. Il y a moins de bébés ventilés dans le groupe CPAP, il y a moins d'utilisation de corticoïdes, qui est le témoin de pathologie respiratoire chronique, dans le groupe traité par CPAP. Donc avec une CPAP prophylactique, on fait au moins aussi bien, sinon mieux, qu'un traitement curatif extrêmement lourd qui inclut donc surfactant et ventilation. Ça illustre simplement que l'utilisation prophylactique de la CPAP a sûrement
un bénéfice chez ces enfants. Voilà, donc je conclus ce topo en disant que la ventilation alvéolaire est une condition nécessaire et dans la majorité des cas suffisante à la réanimation du nouveau-né à la naissance. Une pression d'insufflation élevée n'est pas indispensable pour une ventilation pulmonaire efficace. Il suffit d'allonger le temps d'insufflation. Et une ventilation pulmonaire agressive à la naissance peut être responsable de lésions barotraumatiques, d'hyperoxémie, d'hypocapnie, dangereuses chez le bébé. Voilà donc pour introduire un peu ce qui va suivre. Donc travail pratique sur la réanimation en salle de naissance. On va s'organiser en petits groupes par atelier pour apprendre un certain nombre de gestes, pour faire un certain nombre de gestes à partir d'un diaporama que je vais vous montrer et qui est basé sur les nouvelles recommandations de l'ILCOR qui ont été publiées en 2010. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Enfin, je n'ai pas eu tort d'assister à l'exposé parce qu'en tant qu'obstétricien, je pars avec une information quand même importante de ne pas se précipiter pour faire les césariennes prophylactiques et que mieux vaut attendre 38, 39 semaines pour les faire justement pour éviter le syndrome de résorption. Et cette information, je ne suis pas sûr que beaucoup de collègues obstétriciens l'avaient auparavant. Donc, ma matinée a été bien fructueuse, je crois. Ça permettra de sauver certains bébés, je le pense. J'étais à Lyon en 83. On faisait beaucoup de ventilation avec VHS, VHS, ventilation haute fréquence. On faisait beaucoup de choses comme ça. Maintenant, c'est fini, donc on en est revenu. 83, ça fait un peu longtemps quand même. Hein. C'est prévu d'en parler demain. Vendredi, pardon. Merci Laurent pour cet exposé qui est très clair, qui nous permet de comprendre vraiment comment prendre en charge les nouvelles. Mais je voulais poser une question, c'était par rapport aux pressions de ventilation. Parce qu'en réalité, quand on est en France, nous avons des manomètres qui nous permettent de pouvoir limiter les pressions de ventilation. C'est vrai qu'il y a eu une étude intéressante en 1996 de Serge Gangazansou et vous, je pense à Lille, qui disait qu'en fait la ventilation c'est une question de doigté. Est-ce que vraiment, dans nos conditions d'exercice, c'est quelque chose qui est très intéressant si on n'a pas de manomètre? Et comment on peut l'appliquer? Est-ce que quand on met les deux doigts, c'est déjà 5 mm, etc., etc. Je pense que c'est une question qu'on peut soulever, parce que nous, on n'a pas de manomètre pour connaître quelles sont les pressions d'autant plus que maintenant, ce sont des pressions de ventilation, des pressions qui sont modérées avec des TI qui sont longs, comme vous avez dit. Alors le problème, il est là, c'est que quoi qu'on fasse, qu'on utilise 5 doigts ou 2 doigts, on a toujours des pressions qui sont élevées. Okay. À partir du moment où on ne contrôle pas la pression. Par contre, effectivement, si on a accès à la valeur de la pression, on le voit par un manomètre, bah, spontanément, le médecin qui va ventiler va limiter la pression. Parce que spontanément, il sait que 42 pressions, c'est trop pour un bébé. Et le simple fait d'avoir accès à la valeur de la pression permet de réduire la... Mais pour ça, il faut un contrôle visuel de manomètre. Mais en France, on n'a pas beaucoup de manomètres. Hein. Okay, donc c'est pour ça qu'on utilise le NeoPuff, qui est une sorte de mini-ventilateur, mais il y a peu de services qui sont équipés de manomètres. Tout à fait. Okay. Donc l'autre question, c'est par rapport à la césarienne. Parce que pour la tachypnée transitoire, c'est beaucoup plus fréquent dans la césarienne prophylactique, voilà, à mon avis, parce qu'il n'y a pas le stress de la naissance qui donc induit la sécrétion de corticoïdes, d'adrénaline, etc. Donc je pense qu'il faudrait quand même de plus en plus que les obstétriciens comprennent que ce n'est pas parce qu'on fait une césarienne prophylactique qu'on n'aura pas de morbidité néonatale. Parce que beaucoup d'obstétriciens sont étonnés de voir
après une césarienne, qu'on vienne leur dire que l'enfant a une détresse respiratoire. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ah ouais. Mais Mais là, les chiffres sont parlants. Voilà, je pense c'est ça. qu'une césarienne prophylactique à 37-38 semaines multiplie par 10 le risque de détresse respiratoire. Il faut que ce soit clair à Et l'esprit. surtout, je voulais insister là-dessus, c'est que les détresses respiratoires par défaut de résorption de liquide pulmonaire à cet âge-là sont potentiellement graves. Tout à fait. On en voit qui évoluent et qui dérapent et qui partent en vrille très vite. Tout à fait. Parce que ça se complique d'hypertension pulmonaire Tout à fait. et de maladaptation circulatoire. Tout à fait. Et donc, extrêmement, peut-être extrêmement grave. Bon, dernière question. Bon, c'est une question, je pense, qui n'a pas, bon, qui apparaît en filigrane. C'est le rôle du NO. C'est connu parce que c'est très utilisé dans l'HTAP dans vos pays. Et je voudrais un peu que vous nous peut-être donner votre expérience sur le rôle d'autres vasodilatateurs pulmonaires tels que le sildenafil, qui est un inhibiteur de la phosphodiesterase, qui semble très intéressant dans les pays qui n'ont pas le moyen d'utiliser le NO. Parce que j'ai vu une étude qui a été faite dans des pays vraiment qui n'avaient pas beaucoup de moyens, donc dans la prise en charge de l'hypertension artérielle pulmonaire, suite à ces problèmes de détresse. Je ne sais pas quelle est votre expérience par rapport à ça. Alors, j'ai prévu d'en dire un mot vendredi matin, Okay, mais je maintiens qu'en fait, dans toutes ces maladies respiratoires, tout se joue dans notre capacité à les prévenir. Et donc, c'est pour ça que j'insiste tant, une maladie des membranes hyalines, c'est pas, le bébé il ne naît pas avec une membrane hyaline. Le bébé, à la naissance, ses alvéoles viennent de se vider de liquide pulmonaire, et à ce moment-là, les alvéoles sont ouvertes. La membrane hyaline, elle s'installe au fil des heures qui passent. Donc, si on agit vite de façon prophylactique, on prévient la maladie. L'HTAP, c'est la même chose. L'HTAP se prévient. Ce qu'il ne faut pas, c'est laisser un bébé avec un retard de résorption traîner sous une cloche de houde et qu'on surveille plus ou moins. Il a une détresse respiratoire, ça veut dire qu'il est gêné pour respirer. Certaines de ses alvéoles ne reçoivent pas d'oxygène. C'est ça qui fait le lit de l'HTAP. C'est à ce stade-là qu'il faut prendre en charge le bébé et le mettre sous CPAP. Et demain, on verra les petits moyens qu'on a d'utiliser des CPAP avec peu de moyens, qui est le meilleur moyen d'éviter les catastrophes type maladaptation à la vie extra-utérine et HTAP. Alors après, une fois que c'est installé, oui, la prise en charge devient à ce moment-là excessivement lourde, peut justifier une intubation, une ventilation et l'utilisation de monoxyde d'azote ou de sildenafil. Le problème du sildenafil, c'est que c'est un traitement qu'on donne par voie orale, qui a des effets systémiques, qui fait baisser la pression artérielle, mais qui peut être utilisé. Mais on en parlera vendredi. Oui, voilà. J'aimerais bien que les étudiants posent beaucoup de questions. En fait, j'avais juste une question. C'était de savoir, est-ce qu'il faut aspirer avant l'application de la soupape? C'est-à-dire L'aspiration. Aspiration bucco-pharyngée? Oui. Donc un bébé qui a une détresse, qui installe progressivement une détresse respiratoire, on décide de le mettre sous oxygène. Compte tenu du mécanisme de la détresse respiratoire, on préfère mettre sous CPAP, c'est ça? C'était pas ça la question? En fait, quand vous parlez de soupape prophylactique. Ah oui. Oui, là, à ce stade-là, il faut pouvoir désobstruer ses narines, puisque la CPAP, elle sera efficace que si les narines sont complètement désobstruées. Ce qui se discute, c'est l'aspiration systématique à la naissance d'un bébé. C'est plus ça qui se discute. Je vois pourquoi vous posez la question, c'est qu'on a tous eu la surprise de voir dans les recommandations de l'ILCOR sur un des algorithmes, mais pas sur celui des Américains, sur un des algorithmes, on ne voit pas effectivement un bébé qui ne démarre pas, on ventile à l'embu, on ne voit pas l'aspiration au départ. Alors je pense que effectivement ça fait partie de ces choses qui ne sont, comme ça n'a pas été clairement validé, les auteurs ne l'ont pas mis. Mais pour beaucoup d'entre nous, à ce stade, un bébé qui ne démarre pas, qui ne respire pas, avant de ventiler à l'embu, l'aspirer, ça paraît quand même quelque chose qu'il faut faire. Dans les recommandations américaines, ils l'ont laissé.
Vous posiez la question à cause de ça? Parce que dans l'ILCOR, dans Resuscitation, effectivement, on ne le voit pas. Ça interpelle, mais je pense que beaucoup d'équipes laissent l'aspiration nasopharyngée avant de débuter une réanimation d'un bébé qui ne démarre pas. Même si le liquide est clair. Hein. Alors avant de mettre sous CPAP, oui, là c'est indispensable. Il faut vraiment s'assurer, la CPAP elle sera efficace que si on libère bien les voies aériennes.